Eh bien, on va maintenant commencer le cœur des statistiques descriptives, si on veut, en s'intéressant aux études d'une variable quantitative, qu'elle soit discrète ou continue, qui contient seulement un petit nombre de données. On va d'abord s'intéresser aux mesures de tendance centrale. Donc, les mesures de tendance centrale, ce sont des mesures qui tentent de faire ressortir en une seule valeur l'allure d'une série de données. Et les trois mesures de tendance centrale qu'on va étudier, c'est le mode, la médiane et la moyenne. L'exemple qu'on va utiliser pour illustrer nos variables, nos mesures de tendance centrale, c'est l'exemple suivant. C'est le temps pris par un échantillon de 10 ordinateurs d'une entreprise pour l'exécution d'un programme. Et ces mesures-là sont en centièmes de seconde. Alors, première mesure de tendance centrale, c'est le mode. C'est quoi un mode? Un mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent. Et le mode, on va le noter, nous, par MO. Donc, si on regarde notre ensemble de données, la donnée qui revient le plus souvent, c'est la donnée 52, qui est là deux fois. Alors, le mode va être égal à 52 centièmes de seconde. C'est important de mettre l'unité de mesure. Et le sens dans le contexte, on dira tout simplement que le plus fréquemment, les ordinateurs de l'échantillon ont exécuté le programme en 52 centièmes de seconde. Le mode n'est pas la mesure de tendance centrale la plus pertinente, mais c'est la mesure la plus c'est un peu la mesure la plus simpliste. Mais c'est quand même une mesure qui parfois peut nous donner une indication de l'allure des données. La deuxième mesure de tendance centrale, c'est la médiane, qu'on va noter par MD. Et c'est la donnée qui se retrouve au centre de la série de données, une fois que ces données-là sont en ordre. Voici un petit algorithme qui va nous permettre de trouver la médiane. Alors, première chose, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, il faut mettre les données en ordre. Ensuite, si le nombre de données est impair, la médiane va correspondre à la n plus 1 sur 2e donnée. Et si le nombre de données est pair, la médiane va se situer au milieu de la n sur 2e donnée et de la n sur 2 plus 1e donnée. Dans ces formules-là, évidemment, le petit n est utilisé pour représenter la taille d'un échantillon, mais si on a une population, on prendrait la même formule en remplaçant le petit n par un n majuscule. Alors, on va calculer la médiane pour notre exemple de 10 ordinateurs d'une entreprise. Premièrement, les données sont déjà en ordre, alors on n'a pas à les manipuler, c'est déjà fait. On a 10 données. 10, c'est un nombre pair. Alors, la médiane, elle se trouve donc entre la 10 divisé par 2, donc la 5e donnée, et la donnée suivante, donc la 6e. Donc, la médiane, elle est entre 52 et 54. Ce qui veut dire que la médiane, elle sera égale à 52 plus 54 divisé par 2, donc elle sera égale à 53 centièmes de seconde. Et pour le sens dans le contexte, si on regarde la valeur 53, elle se situerait ici. Donc, il y a vraiment 5 ordinateurs qui ont exécuté le programme en moins de 53 centièmes de seconde et 5 ordinateurs qui ont exécuté le programme en plus de 53 centièmes de seconde. Donc, le sens dans le contexte, on dira la moitié des ordinateurs de l'échantillon ont exécuté le programme en moins de 53 centièmes de seconde. Et c'est un choix qu'on a fait parce qu'on aurait aussi pu dire en plus de 53 centièmes de seconde, puisque les deux choses sont vraies. Alors voilà le sens dans le contexte pour la médiane. Alors, regardons maintenant ce qui se serait passé si on avait eu un nombre impair de données. Alors, dans l'exemple que vous voyez ici, il y a une 11e donnée, le 63, qui a été ajoutée. Alors, dans ce cas-ci, donc, comme il y a 11 données, on a un nombre impair, on a n égale à 11. Alors, ça veut dire que la médiane va être donnée par la n plus 1 sur 2e donnée. Donc, 11 plus 1 qui fait 12, 12 divisé par 2, 6. Alors, la médiane, ce sera la 6e donnée. Et la 6e donnée, c'est le 54 qui est là. Alors, la médiane, elle est égale à 54 centièmes de seconde. Par contre, dans le sens, dans le contexte, on ne pourra pas dire qu'il y a
la moitié des ordinateurs de l'échantillon qui ont exécuté le programme en moins de 54 centièmes de seconde parce qu'il y en a seulement 5 sur 11. Même chose pour au-dessus de 54, il y en a seulement 5 sur 11. Alors, dans le sens, dans le contexte, on va écrire qu'il y a au moins la moitié des ordinateurs de l'échantillon qui ont pris 54 centièmes de seconde ou moins pour exécuter le programme. Le programme. Maintenant, on va calculer la troisième mesure de tendance centrale qui est la moyenne. Alors, on vient à notre exemple avec 10 données. Donc, la moyenne, ben, c'est la valeur qu'aurait chacune des données si elles avaient été toutes égales. Donc, par exemple, quand on vous dit dans un examen que la moyenne, c'est 75, ça veut dire que si on prenait tous les points de la classe et qu'on les répartissait équitablement, tout le monde aurait 75 dans l'examen. Alors, la formule pour calculer la moyenne, la voici. Vous avez remarqué qu'il y a deux formules. En fait, les deux formules sont identiques, c'est seulement la notation qui change. Il y a deux façons de noter une moyenne. On va noter la moyenne x bar si on a un échantillon, et on va la noter mu si on a une population. Alors, la formule est la même, sauf qu'on divise par petit n dans un échantillon, parce que petit n désigne la taille de l'échantillon, et on divise par grand N dans une population, parce que grand N désigne la taille d'une population. Maintenant, pour le calcul de la moyenne, ben, on va tout simplement faire la somme des 10 données qu'on a dans l'échantillon, donc 22 plus 31 jusqu'à, en fait, 61, et on va diviser par 10, ce qui va nous donner une moyenne ici de 48,9 centièmes de seconde. Et au niveau du sens dans le contexte, on pourra dire tout simplement que si tous les ordinateurs de l'échantillon avaient pris le même temps pour exécuter le programme, ils auraient pris 48,9 centièmes de seconde. Bon, évidemment, calculer une moyenne, c'est quelque chose d'assez simple. Vous saviez déjà probablement comment faire avant de voir cette capsule-là. Mais il y a une chose qu'il va falloir que vous appreniez, c'est d'utiliser les fonctions statistiques de votre calculatrice. Vous allez avoir des vidéos sur Omnivox qui vont vous montrer comment procéder pour la plupart des modèles de calculatrice. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à communiquer avec moi si votre calculatrice n'est pas couverte par les différentes vidéos que vous avez. Mais c'est important que vous appreniez à faire ça pour la moyenne, puis éventuellement aussi pour le calcul de l'écart type. Alors, voilà un travail que vous aurez à faire bientôt. Après les mesures de tendance centrale, les autres mesures qui vont nous intéresser, ce sont les mesures de dispersion. Et vous vous demandez peut-être, ben, pourquoi s'intéresser aux mesures de dispersion? Pourquoi, par exemple, la moyenne? C'est pas suffisant. Souvent, quand on remet un examen, les étudiants nous demandent la moyenne de l'examen, mais ils nous demandent pas souvent autre chose. Ben, voici un exemple qui va vous illustrer pourquoi c'est important d'avoir des mesures de dispersion. On a, disons, deux groupes d'un cours de statistique. Vous voyez que dans le premier groupe, les notes à un examen sont de 48, 49, 50, 50, 51 et 52. Donc, tout le monde est groupé dans le milieu autour de 50 au niveau de la note. Dans le deuxième groupe, regardez les notes qu'on a. Il y a un élève qui a eu malheureusement 0, un autre qui a eu 1, deux qui ont eu 50 et un qui a eu 99 et un autre qui a eu 100. Alors, quand je regarde les deux groupes de statistiques, je me rends compte que les résultats ne se ressemblent pas vraiment. Dans une classe, tout le monde est groupé dans le milieu et tout le monde a eu un résultat assez faible. Alors que dans la deuxième classe, il y en a qui ont eu des résultats extrêmement faibles et d'autres qui ont eu des résultats extrêmement forts et d'autres qui sont dans le milieu. Alors, je vois deux classes qui m'apparaissent totalement différentes. Pourtant, quand je calcule les mesures de tendance centrale, dans les deux cas, le mode est 50. La médiane est 50 et la moyenne est 50 également. Donc, est-ce que les mesures de dispersion m'ont permis de distinguer les deux groupes? Pas du tout. Est-ce que les mesures de tendance centrale, m'ont permis de distinguer les deux groupes? Pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'il existe des mesures de dispersion. Donc, le but des mesures de dispersion, ben, c'est de situer une série de données par rapport à sa moyenne, et on va en étudier 4
on va étudier l'étendue, la variance, l'écart type et le coefficient de variation. Commençons par l'étendue qu'on note par E et qui est la mesure de dispersion la plus simpliste. Elle correspond tout simplement à l'écart entre la plus grande donnée et la plus petite donnée. Alors, si on regarde mon premier groupe de statistiques, ben, l'étendue, elle est de 52 moins 48, donc elle est égale à 4 points. Et le sens dans le contexte, ben, ça veut dire tout simplement qu'il y a un écart de 4 points entre la personne de la classe qui a obtenu la plus forte note à l'examen et celle qui a obtenu la note la plus faible. Et quand on compare des groupes, ben évidemment, plus l'étendue est petite, moins il y a de dispersion. Allons-y maintenant avec le calcul de la variance. Le calcul de la variance, lui, est pas mal plus complexe que le calcul de l'étendue. Pour le calcul de la variance, on va le faire au long, puis vous allez voir comment ça se fait. Donc, première chose, ben, on a obtenu tout à l'heure une moyenne de 50. Et quand on parle de variance, ben, on s'intéresse à l'écart qu'il y a entre une donnée et la moyenne. Donc, si on compare chacune des données avec la moyenne, ben, on se rend compte que l'étudiant qui a eu 48 est à 2 points sous la moyenne, celui qui a eu 49 est à 1 point sous la moyenne, etc. Et si on voulait faire, par exemple, la moyenne de ces écarts-là, ben, on ne pourrait pas vraiment la faire parce que le résultat de ça donne toujours un résultat de la somme des résultats des écarts avec la moyenne donne toujours 0. Alors, ça ne donnerait pas à ce moment-là une moyenne intéressante. Pourquoi ça donne toujours 0? C'est qu'on a des résultats qui sont négatifs, mais on a aussi d'autres résultats qui sont positifs. Donc, quand on les additionne, ben, on arrive avec un résultat qui donne 0. Pour éviter ça, ben, on s'est dit pourquoi on ne prendrait pas les résultats et qu'on ne les mettait pas au carré. Donc, l'écart de moins 2 devient un écart de 4. L'écart de moins 1 devient un écart de 1. Et ainsi de suite. Et ça fait que la somme des écarts au carré donne 10. Et là, c'est possible de calculer la moyenne de ces écarts-là, donc en faisant 10 divisé par 6, ce qui donne un écart de 1,69 points carrés, parce que n'oubliez pas qu'on a mis les écarts au carré. Donc, la variance, elle est de 1,69 points carrés. La formule qu'on va utiliser pour calculer la variance, on va vous la donner, mais juste avant, on va juste préciser que plus la variance est petite, moins les données sont dispersées. Les formules, les voici. Vous avez une formule qui est pour une population. Dans une population, on représente la variance par sigma carré. Et remarquez que dans le calcul, on fait la somme des écarts au carré et on la divise par le nombre de données qu'on a. Par contre, dans un échantillon, là, la formule est différente. Premièrement, la variance d'un échantillon est représentée par S carré au lieu de sigma carré. Et on divise non pas par N, mais par N-1. Alors ça, c'est une nuance importante parce que quand vous allez prendre vos calculatrices pour calculer les variances et même éventuellement les écarts types, il va y avoir deux formules différentes. Donc voilà pour le calcul de la variance. Ces formules-là que vous avez vues sont pas si utiles que ça si vous savez utiliser votre calculatrice. Hein? Donc vous pouvez facilement et rapidement surtout calculer une variance et éventuellement un écart type à l'aide de votre calculatrice. Alors encore une fois, je vous suggère fortement de regarder les capsules vidéo qui sont sur Léa, sur Omnivox, afin de voir comment calculer une variance avec la calculatrice. Pour ce qui est maintenant de l'écart type, ben, le lien entre l'écart type et la variance est très simple. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, après avoir calculé votre variance, vous faites la racine carrée et vous allez obtenir l'écart type. Et si vous prenez la calculatrice, ben, vous allez avoir l'écart type d'abord. Alors, en appuyant sur la bonne touche, vous aurez votre écart type et pour avoir la variance, vous devez prendre l'écart type et le mettre au carré. Donc, allons-y, revenons à nos exemples de deux groupes de statistiques. Juste avant, précisons que plus l'écart type est petit, moins les données sont dispersées. Alors, si on compare nos deux groupes de statistiques, ben, dans le premier groupe, on a un écart type de 1,29 points.
Alors que dans le deuxième groupe, on a un écart type de 40,42 points. Alors, conclusion, ben, il y a beaucoup moins de dispersion autour de la moyenne dans le premier groupe parce que l'écart type est plus petit. Alors, vous voyez, l'écart type nous permet de distinguer facilement les deux groupes. On voit que l'écart type du premier est nettement plus petit que celui du deuxième. Encore une fois, je radote, mais pour l'écart type, c'est très important de connaître les touches statistiques de sa calculatrice. Allons-y maintenant avec la dernière mesure de tendance de dispersion, qui est le coefficient de variation. On va regarder un exemple qui est un petit peu caricatural. On va comparer le poids de 5 souris en grammes avec le poids de 5 éléphants. Première chose, ben, quand on a vu avant que quand on voulait comparer des ensembles de données, ben, la moyenne et l'écart type pouvaient être des bonnes mesures. Alors, si on calcule les mesures, alors pour le poids des souris, on obtient une moyenne de 262,4 grammes et un écart type de 154,91 grammes. Alors que pour les éléphants, on a une moyenne de 1370 kg, donc 1 370 000 grammes, et un écart type de 15,811 kg, donc 15 811 grammes. Alors, si on compare les deux écarts types, ben, on serait peut-être tenté de dire qu'il y a plus de dispersion chez les éléphants que chez les souris, parce que l'écart type est plus gros. Mais, regardons nos données quelques instants. Pour les souris, on constate qu'il y a une souris qui pèse 100 grammes et il y en a une autre qui pèse 484 grammes. C'est très gros, ça, pour une souris. Et honnêtement, je pense que si j'avais les 5 souris devant moi, je serais capable de distinguer laquelle pèse 484 grammes et laquelle pèse 100 grammes. En tout cas, je les mélangerais pas, ces deux-là, c'est évident. Par contre, si je regarde les éléphants, le poids des éléphants, il y en a un qui pèse, le plus léger pèse 1350 kg et le plus lourd 1390. Je suis pas spécialiste en médecine vétérinaire, mais il me semble qu'un écart de 40 kg pour le poids d'un éléphant entre le plus léger et le plus lourd, c'est pas si énorme que ça. Et je pense très honnêtement que si j'avais les 5 éléphants devant moi, j'aurais beaucoup de difficultés à repérer lequel est le plus léger et lequel est le plus lourd. Donc, même si l'écart type des éléphants est beaucoup plus élevé que celui des souris, ben, je pourrais pas vraiment dire qu'il y a plus de dispersion chez les éléphants que chez les souris. La raison pourquoi l'écart type est plus gros, c'est que la moyenne est aussi beaucoup plus grosse. Alors, dans un cas où on a des moyennes qui sont très différentes, comme c'est le cas dans ces deux exemples-là, ben, l'écart type n'est pas un très bon outil pour comparer les deux. Il va falloir aller un petit peu plus loin. Alors, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, l'utilisation de l'écart type pour comparer la dispersion est déconseillée ici parce que les moyennes sont très différentes et il est préférable d'utiliser le coefficient de variation. Qu'est-ce que c'est que le coefficient de variation? Ben, voici les formules. Le coefficient de variation, c'est tout simplement l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Que ce soit un échantillon ou une population, c'est toujours ça. C'est toujours l'écart type sur la moyenne fois 100. Regardons ce que ça donne pour nos souris et nos éléphants. Le poids des souris, ben, vous voyez, on avait eu ça comme résultat. Si on compare maintenant les coefficients de variation, ben, le coefficient de variation des souris est de 59,04%. Alors, ça veut dire que, dans le fond, l'écart type représente 59% de la moyenne. Alors que chez les éléphants, on fait le calcul en prenant l'écart type sur la moyenne fois 100, on obtient un coefficient de variation de seulement 1,15%. Alors, ça veut dire que l'écart type des éléphants représente seulement 1,15% de la moyenne. Alors, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a beaucoup moins de dispersion chez les éléphants, car le CV est beaucoup plus petit. Alors, pour faire un résumé de l'histoire, disons que quand on a deux ensembles de données qui ont des moyennes relativement semblables, ben, l'écart type ou la variance vont être suffisants pour comparer la dispersion entre les deux ensembles. Par contre, si on a des ensembles de données qui ont des moyennes
très différentes, comme c'était le cas avec nos souris et nos éléphants, ben, vaut mieux à ce moment-là utiliser le coefficient de variation. Vous allez peut-être vous dire, ben, c'est un peu ridicule comme exemple de comparer des souris avec des éléphants, et vous avez totalement raison. Mais imaginons par exemple une situation où on comparerait des montants d'argent qui sont dans des devises monétaires différentes. À ce moment-là, ça pourrait être très pertinent d'utiliser le coefficient de variation parce que on peut avoir deux unités de mesure, deux unités monétaires, pardon, qui sont très différentes et qui font en sorte qu'on peut avoir des moyennes qui sont également très différentes. Même chose aussi si on voulait comparer, par exemple, des salaires entre deux époques. Les salaires en 2020, par exemple, ne sont pas vraiment identiques à ceux qu'on avait en 1920. Alors, si on voulait comparer la dispersion entre des échantillons de salaires, ben, ça pourrait être une bonne idée d'utiliser le coefficient de variation parce que c'est clair que les moyennes vont être très différentes. À noter que plus le coefficient de variation est petit, plus les données sont homogènes, et qu'il ne faut jamais utiliser le CV pour les variables à échelle d'intervalle, parce que rappelez-vous que dans une variable à échelle d'intervalle, c'est pas une bonne idée de diviser deux valeurs. Alors, quand on calcule le coefficient de variation, on divise un écart type par une moyenne, donc on divise deux valeurs. Il ne faut pas utiliser le CV si on a affaire à une échelle d'intervalle. Vous pourrez compléter les exercices de la section 2.3.1.3.5 dans vos notes de cours. Et on va passer maintenant à une dernière mesure qui s'appelle la cote Z. La cote Z, ben, c'est une mesure de forme. C'est quoi une mesure de forme? Ben, c'est une mesure qui essaie de situer une donnée par rapport aux autres. On va étudier seulement la cote Z, mais il y a une mesure de forme que vous connaissez et qui va sûrement avoir une influence sur votre vie future, qui est la cote R. Hein? Donc, la cote de rendement au collégial, qu'on appelle communément la cote R, ben, c'est aussi une mesure de forme. Maintenant, quand on parle de cote Z, comment elle se calcule? Ben, elle se calcule en prenant tout simplement une donnée qu'on représente par X dans la formule, moins la moyenne, et on divise par l'écart type. Et remarquez que la cote Z se calcule exactement de la même façon. Si on a un échantillon, on prend la donnée, moins la moyenne, et on divise par l'écart type. La cote Z, elle nous indique à combien d'écart type au-dessus et ou en dessous d'une moyenne se situe une donnée. Alors, si la cote Z est inférieure à 0, la donnée est sous la moyenne. Si la cote Z est supérieure à 0, la donnée est au-dessus de la moyenne. Et finalement, si la cote Z est égale à 0, ben la donnée est égale à la moyenne. Dernière chose concernant la cote Z, en général, une cote Z, elle se situe entre moins 3 et 3. C'est très rare qu'on va avoir des cotes Z qui vont sortir de cet intervalle-là. Mais remarquez que ce n'est pas impossible, par contre. Mais si jamais ça vous arrivait en examen, je vous suggérerais peut-être de réviser votre calcul parce qu'il y a des bonnes chances que vous ayez fait une erreur à ce moment-là. Allons-y d'un exemple de calcul de cote Z et d'utilisation de la cote Z. On veut comparer trois joueurs de hockey qui ont joué dans trois ligues différentes la saison dernière. On a Alexandre qui a marqué 41 buts dans une ligue où la moyenne de buts marqués par les attaquants est de 36,2 et l'écart type de 8,5. On a Benoît qui a marqué 27 buts dans une ligue où la moyenne de buts marqués par les attaquants est de 21,7 et l'écart type de 5,1. Et on a Charles qui a marqué 31 buts dans une ligue où la moyenne de buts marqués par les attaquants est de 20,4 et l'écart type de 11,3. Alors, lequel devrait être considéré comme le meilleur marqueur par rapport à sa ligue? On a trois personnes dans trois ligues différentes. Alors, comparons les codes Z. La cote Z d'Alexandre, elle est de 0,56. Donc, la cote Z d'Alexandre se situe à 0,56 écart type au-dessus de la moyenne. La cote Z de Benoît, elle est de 1,04. Donc, la cote Z de Benoît se situe à 1,04 écart type au-dessus de la moyenne. Alors que la cote Z de Charles, ben, elle est égale à 0,94. Donc, elle se situe à 0,94 écart type au-dessus de la moyenne. Alors, conclusion,
Ben, par rapport à sa ligue, c'est Benoît qui a eu la meilleure performance, même si c'est lui qui a marqué le moins de buts. Il se retrouve dans une ligue où il se marque assez peu de buts et en plus où l'écart type est très petit, donc il y a peu de buts qui sont marqués et tout le monde est dans le même paquet. Et lui, même s'il n'en a marqué que 27, a réussi à se démarquer du groupe plus que les autres. Alors c'est Benoît qui a finalement remporté la mise par rapport à aux deux autres joueurs. Alors, vous pouvez maintenant compléter les exercices de la section 2.3.1.4.2 et ça termine cette capsule sur les statistiques descriptives.